Puis-je nettoyer votre maison en échange de nourriture? Quand le millionnaire découvrit qui elle était, il fut réellement bouleversé. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous espérons que vous apprécierez ce récit. N'oubliez pas de vous abonner. Le soir d'octobre se déversait en un torrent d'eau sur Mexico. La pluie frappait avec une fureur incessante les imposantes fenêtres de la demeure de Jorge Ernesto Campos, composant une symphonie mélancolique et sombre. C'était comme si le ciel lui-même pressentait que les fondations de cette forteresse de solitude étaient sur le point d'être ébranlées par un événement extraordinaire. Dans le calme de son bureau, entouré de l'odeur du cuir et du vieux bois, Jorge Ernesto, un homme de 42 ans, tentait de se concentrer. Les rapports de son vaste empire financier s'étendaient sur son bureau, témoin muet d'une décennie de succès implacables. Il était devenu, presque sans le vouloir, l'un des titans économiques du Mexique, un roi dans un château de chiffres et de bilans. Cependant, chaque nouvelle réussite, chaque million s'ajoutant à sa fortune, semblait creuser davantage le vide qui l'habitait. La richesse était un manteau doré qui ne parvenait pas à le réchauffer, une armure lourde qui l'isolait du monde. Il contemplait le jardin à travers la vitre embuée, voyant les gouttes de pluie comme des larmes anonymes pour un bonheur qu'il ne connaissait pas. Un son clair et pénétrant rompit la monotonie de l'averse, la sonnette de l'entrée principale. Jorge Ernesto fronça les sourcils, étonné. Il regarda la montre en or à son poignet, une pièce d'une fabrication exquise qui indiquait 18h30. Une visite à cette heure et sous ce déluge était assurément inhabituelle, presque une transgression à sa solitude ordonnée. Il attendit quelques instants, espérant les pas pressés de son majordome, le loyal Don Aurelio. Mais il se souvint alors qu'il avait accordé au vieil homme son après-midi libre, un petit geste de gentillesse dans sa routine prévisible. Avec un soupir qui mêlait résignation et une étrange pointe de curiosité, il se leva de son fauteuil en cuir et se dirigea vers la porte. Le hall principal l'accueillit avec sa magnificence silencieuse habituelle, marbre froid sous ses pieds et l'écho lointain de la tempête. En marchant, il ne pouvait se défaire d'un sentiment prémonitoire, un frisson dans la nuque l'avertissait que ce n'était pas une simple visite. Il n'imaginait pas à quel point cette intuition était juste, ni comment sa vie dépendait de cet instant. En tournant la lourde poignée de bronze, un souffle d'air humide et froid le frappa au visage. L'image qui se révéla devant lui fut si inattendue qu'elle le laissa sans voix, paralysé sur le seuil. Ce n'était ni un partenaire d'affaires, ni un messager égaré. C'était une vision qui semblait sortie d'un autre monde, un monde plus cru et désespéré que le sien. Devant lui, sous le châtiment incessant de la pluie, se tenait une jeune femme complètement trempée. Dans ses bras, elle tenait une petite fille, un fragile ballot qui s'accrochait à elle avec force. Toutes deux portaient des vêtements si usés qu'il était difficile de deviner leur couleur originale, avec des déchirures qui révélaient la peau pâle et tremblante à cause du froid implacable. La femme leva la tête et ce fut alors que Jorge Ernesto ressentit le véritable impact. Ses yeux, d'une extraordinaire couleur miel doré, le rencontrèrent. En eux dansait un mélange impossible de désespoir absolu et d'une dignité inébranlable. C'était un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant, un abîme de souffrance et de fierté qui l'interpella directement. « Excusez mon intrusion, monsieur, » dit la jeune femme. Sa voix, bien que tremblante à cause du froid qui lui glaçait les os, possédait une fermeté surprenante. « Je m'appelle Marila Vargas et voici ma petite Anita. Je comprends que je n'ai aucun droit de vous importuner de cette manière, mais je vous prie de bien vouloir m'écouter. Ma requête est honnête. » Jorge Ernesto resta immobile, muet. Son esprit, habitué aux complexités des finances et des stratégies de marché, ne savait comment traiter cette scène. La vulnérabilité de la femme et de l'enfant contrastait brutalement avec l'opulence de son foyer, créant une dissonance qui lui opprimait la poitrine. C'était un tableau déchirant à la porte de sa vie. « Je vous supplie de me donner une chance. »« Je ne demande pas la charité, » poursuivit Marila, serrant sa fille contre sa poitrine comme si elle voulait lui insuffler sa propre chaleur. « Puis-je nettoyer votre immense maison en échange d'un plat de nourriture et d'un toit pour ma fille ? Je ne cherche pas d'argent, juste l'opportunité de gagner ma vie de mes propres mains, comme je l'ai toujours fait. » La petite Anita, âgée d'accent grave peine 3 ans, leva son petit visage. Ses lèvres étaient teintes d'un violet inquiétant à cause du froid et ses grands yeux tristes, d'une innocence accablante, se fixèrent sur lui. Ce regard pur, dépourvu de tout artifice, transperça l'âme de Jorge Ernesto comme un poignard, faisant s'écrouler la forteresse qu'il avait bâtie autour de lui. « Nous n'avons pas mangé un morceau solide depuis 3 jours, » confessa Marila, et la honte colora ses joues pâles. « Ma fille a à peine bu un peu d'eau. Je suis très bonne dans mon travail,
je peux vous l'assurer. J'ai travaillé dans des résidences très élégantes auparavant, avant que tout ne se complique. Je vous promets que nous ne vous causerons aucun désagrément. La mention des 3 jours sans nourriture résonna dans l'esprit de Jorge Ernesto comme un coup physique. Lui, qui vivait dans l'abondance, qui commandait parfois des dîners coûteux par pur caprice, était confronté à la réalité la plus crue de la survie. La pluie redoublait comme pour souligner l'urgence de la situation, le drame qui se déroulait à son seuil. Dans les yeux de Marilla, au-delà de la faim et du froid, Jorge Ernesto vit quelque chose qui le toucha au plus profond de son être. C'était la douleur primordiale d'une mère prête à tout sacrifice pour sa progéniture, un amour féroce et désespéré qui le désarma complètement. Il sentit un nœud dans la gorge, une émotion étrange qu'il ne savait comment nommer. « Entrez, je vous en prie, entrez », dit-il finalement, sa propre voix rauque et lointaine. Il s'écarta, ouvrant complètement la porte. « Vous ne pouvez pas rester une seconde de plus sous cette tempête. Vous allez contracter une grave maladie si vous continuez ainsi. » Son offre rompit le sort du moment, ramenant la réalité. Marilla le regarda avec incrédulité, comme si elle ne pouvait pas traiter ses mots. Une lueur d'espoir vacillante apparut dans ses yeux dorés. « Vous nous permettez vraiment d'entrer chez vous » murmura-t-elle, comme si elle craignait qu'un faux mouvement ne fasse disparaître cette offre miraculeuse. Le doute dans sa voix était plus éloquent que n'importe quel mot. « Bien sûr, venez tout de suite » insista Jorge Ernesto avec une douceur qu'il se surprit à posséder. « Je vais vous emmener dans un endroit chaud près du feu pour que vous puissiez vous sécher. Ensuite, nous chercherons des vêtements secs et quelque chose de chaud à manger. » Alors qu'il les guidait à l'intérieur de la demeure, une nouvelle certitude commença à se former dans son esprit, sa vie venait de changer pour toujours. Alors que Marilla et la petite Anita franchissaient le seuil vers l'intérieur chaleureux, Jorge Ernesto ne pouvait détourner les yeux d'elle. Malgré leurs vêtements mouillés et leur évident épuisement, Marilla se déplaçait avec une élégance naturelle, une posture droite qui semblait déplacée chez quelqu'un dans sa situation. Chaque geste, aussi petit soit-il, dénotait une grâce innée. Il les conduisit dans le grand salon, où une imposante cheminée en pierre attendait d'offrir son réconfort. « Asseyez-vous ici, je vous en prie », indiqua-t-il, désignant de larges fauteuils de velours. « Je vais leur chercher de grosses couvertures et demanderai à la cuisine de préparer quelque chose de substantiel immédiatement. » Son ton était celui de quelqu'un habitué à donner des ordres, mais adouci par une préoccupation sincère. À sa surprise, Marilla ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle se tint debout avec la petite Anita toujours dans ses bras. « Monsieur, je vous remercie infiniment de votre gentillesse, mais je ne suis pas venue pour recevoir la charité, » dit-elle avec une fermeté renouvelée. « Je suis venue pour travailler. Dites-moi, s'il vous plaît, par où vous avez besoin que je commence à nettoyer et je m'y mettrai dès que ma fille sera en sécurité. » Jorge Ernesto la regarda, fasciné par son fierté inébranlable, un doux sourire se dessina sur son visage. « Madame Vargas » l'interrompit-il avec douceur. « Permettez-moi d'insister. D'abord, vous et votre fille allez manger, vous réchauffer et vous reposer un peu. Ensuite, et seulement ensuite, nous pourrons parler de n'importe quel travail. Sommes-nous d'accord là-dessus » Les yeux de Marilla se remplirent d'un mélange de gratitude et de désarroi. Il y avait si longtemps que personne ne lui parlait avec cette considération, avec ce respect. Une larme solitaire de soulagement, chaude et salée, roula sur sa joue, un témoignage silencieux du mur de tension qui commençait à s'effondrer en elle. « Merci », murmura-t-elle finalement, se rendant à sa générosité. Cette nuit-là, le sommeil fut insaisissable pour Jorge Ernesto. Après s'être assuré que Marilla et Anita avaient dîné copieusement et étaient confortablement installés dans l'une des luxueuses chambres d'hôtes, il se retira dans sa propre chambre. Mais l'image de cette mère courageuse demandant du travail en échange de nourriture à sa porte refusait de quitter son esprit. Il se leva du lit et marcha pieds nus sur le froid tapis perçant jusqu'à la fenêtre. La pluie avait enfin cessé, mais les gouttes qui glissaient encore paresseusement sur la vitre semblaient des larmes. Elles étaient le reflet de la profonde tristesse qu'il avait entrevue dans les yeux de Marilla, une douleur qui allait au-delà de la faim et de la pauvreté. Il se demanda quelle histoire se cachait derrière cette façade. Le lendemain matin, il descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude, poussé par une inquiétude qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il la trouva là, déjà éveillée et vêtue d'un simple ensemble que la cuisinière lui avait fourni. Elle lui tournait le dos, préparant du café avec une habileté et une familiarité qui le laissèrent complètement stupéfait. « Bonjour, monsieur Campos » dit-elle en l'entendant entrer, avec un sourire timide qui illumina son visage. «
J'espère ne pas avoir pris trop de liberté en utilisant votre cuisine. J'ai pensé que, en signe de ma gratitude, je pourrais vous préparer le petit déjeuner avant de commencer mes tâches de nettoyage. La normalité de la scène était surréaliste. Bonjour, Marilla, répondit-il, remarquant l'incroyable transformation qu'une nuit de repos avait opérée en elle. Sans la trace de la pluie et de l'épuisement, ses traits se révélaient délicats et beaux. Tu n'avais pas à le faire, mais je dois admettre que l'arôme est délicieux. Merci. Il y avait une chaleur dans l'ambiance que la demeure n'avait pas connue depuis des années. Alors qu'il prenait le petit déjeuner dans un silence confortable, Jorge Ernesto observa les détails qui la veille lui avaient échappé, la façon dont elle tenait la tasse, la propreté avec laquelle elle avait dressé la table, sa prononciation soignée. Tout en elle suggérait une éducation et une origine qui contredisaient sa situation actuelle. Le mystère devenait de plus en plus profond. « D'où êtes-vous originaire, Marilla » demanda-t-il négligemment, essayant de garder un ton léger. Elle baissa les yeux un instant, un geste presque imperceptible de nervosité. « Je suis d'ici, de Mexico. Je suis née et j'ai grandi dans un quartier non loin du centre, répondit-elle, sa voix soigneusement neutre, ne révélant que peu de choses. Et avez-vous fait des études, continua-t-il, se sentant comme un détective amateur. Oui, j'ai étudié l'administration des affaires à l'Université nationale, répondit-elle, et un sourire mélancolique apparut sur ses lèvres. Bien que cela semble avoir été dans une autre vie, il y a très, très longtemps. La réponse le laissa de glace. Jorge Ernesto faillit s'étouffer avec sa gorgée de café. L'administration des affaires à l'UNAM. Cela ne collait pas du tout. Ce n'était pas la carrière que l'on associerait à quelqu'un qui est obligé de demander de la nourriture en échange de travail. La révélation ouvrit un nouvel éventail de questions dans son esprit, chacune plus intrigante que la précédente. C'est une carrière très exigeante et intéressante, commenta-t-il, observant sa réaction avec attention. Avez-vous exercé dans une entreprise après avoir obtenu votre diplôme ? Les yeux de Marilla se voilèrent d'une tristesse incontestable, une ombre qui assombrit son regard doré. Oui, j'ai travaillé dans le secteur financier pendant un certain temps, mais, sa voix s'éteignit. Plus tard, alors qu'il lui montrait l'immense demeure, la réaction de Marilla en voyant la bibliothèque du 2e étage fut révélatrice. Ses yeux s'ouvrirent avec étonnement et révérence. C'est incroyable, s'exclama-t-elle, s'approchant des étagères remplies de volumes reliés en cuir. Vous avez une première édition de 100 ans de solitude et cette biographie de Frida Kahlo est tout simplement magnifique. Jorge Ernesto resta attonito. Non seulement elle avait reconnu la rare édition de Garcia Marquez, mais ses commentaires sur d'autres titres démontraient une connaissance littéraire profonde et raffinée. Je vois que la lecture vous passionne, dit-il, de plus en plus convaincu que l'histoire de Marilla était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. J'adore ça, répondit-elle, caressant le dos d'un livre avec une tendresse presque palpable. J'ai toujours cru que les livres étaient des portails vers d'autres mondes, des lieux magiques où même les fins les plus tristes ont la possibilité de devenir des débuts heureux. Ces mots, chargés d'une étrange nostalgie, résonnèrent dans le silence de la bibliothèque. Ce fut alors qu'il la vit. Au poignet gauche de Marilla, en tendant le bras pour attraper un livre, une petite cicatrice en forme d'étoile fut découverte un instant. C'était une marque particulière, une qui lui provoqua une étrange sensation de familiarité, un écho dans les recoins de sa mémoire qu'il ne parvenait pas à situer. « Comment vous êtes-vous fait cette cicatrice » demanda-t-il soudainement, montrant son poignet. Marilla couvrit immédiatement la marque de sa manche, un acte réflexe de quelqu'un qui garde un secret. « C'était un accident sans importance quand j'étais enfant », répondit-elle rapidement, évitant son regard. Mais Jorge Ernesto sut, avec une certitude absolue, que ce n'était pas une simple cicatrice. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit de tempête. La présence de Marilla et de la petite Anita avait transformé l'atmosphère de la demeure d'une manière subtile et profonde. Le silence oppressant avait été remplacé par l'écho des rires enfantins et l'arôme du café fraîchement moulu qui flottait dans l'air chaque matin, un baume pour l'âme solitaire de Jorge Ernesto. Chaque jour, il attendait avec une anticipation presque enfantine le moment de descendre déjeuner. Trouver Marilla dans la cuisine, avec ce sourire timide qui semblait réservé uniquement à lui, était devenu le point culminant de sa routine. Ce matin-là, il remarqua quelque chose de différent dans sa voix quand elle le salua, une nuance de chaleur qui lui accéléra le pouls. « Bonjour, monsieur Campos » dit-elle comme d'habitude. « Bonjour, Marilla » répondit-il avec un sourire. « Et s'il te plaît, je te l'ai déjà dit, appelle-moi Jorge Ernesto. »
Après 2 semaines passées sous le même toit, je pense que nous pouvons nous passer de tant de formalités. Une légère rougeur teinta ses joues alors qu'elle acquiesçait. D'accord, Roré Ernesto. Le son de son nom sur les lèvres de Marilla lui provoqua une sensation étrange et plaisante dans la poitrine. C'était une mélodie nouvelle et douce dans la vieille maison. Il réalisa, avec un mélange de terreur et d'émotion, qu'il était en train de tomber amoureux. Il était en train de tomber amoureux de la femme mystérieuse qui était arrivée avec la pluie. La petite Anita s'était adaptée à son nouvel environnement avec l'étonnante résilience de l'enfance. Elle n'était plus la créature effrayée et fragile qui était arrivée en tremblant de froid. Maintenant, elle courait dans les couloirs avec une joie contagieuse et avait commencé à l'appeler « Oncle Roré », avec une confiance et une affection qui le faisaient fondre complètement. « Roré Ernesto », dit Marilla ce matin-là, interrompant ses pensées pendant qu'il prenait le café. « Je voulais te poser une question, si ce n'est pas trop indiscret. » Son ton était hésitant, comme si elle craignait de franchir une ligne invisible. « Dis-moi », l'encouragea-t-il, curieux de ce qui pouvait lui trotter dans la tête. « Pourquoi vis-tu complètement seul dans cette immense maison » demanda-t-elle, le regardant directement dans les yeux. « Pardonne mon audace, mais cet endroit est si grand et magnifique. Il semble un foyer qui a été conçu pour abriter une famille, pour être rempli de vie et de rire. » Sa question était directe, mais dénuée de malveillance. Personne n'avait osé lui poser cette question avec une telle franchise. Ses associés voyaient la maison comme un symbole de pouvoir, ses rendez-vous comme un trophée, mais Marilla la voyait comme ce qu'elle était, une coquille vide. « Je suppose que j'ai toujours cru qu'un jour je trouverais la personne spéciale avec qui la partager, » répondit-il avec une honnêteté qui le surprit. « Mais le temps a passé, » continua-t-il. « Je me suis plongé entièrement dans le travail, à construire cet empire et soudain je me suis retrouvé à 42 ans, entouré de luxe, mais profondément seul. » Il n'avait jamais confessé cela à voix haute et le faire devant elle fut étrangement libérateur, comme s'il lui livrait une partie de son âme. « Tu n'as jamais été marié » demanda-t-elle avec douceur. « Non, j'ai eu quelques relations, bien sûr, mais aucune n'a prospéré. J'ai toujours eu l'impression que les femmes qui s'approchaient de moi étaient plus intéressées par mon compte en banque que par la personne que je suis réellement. » C'était un cynisme qui s'était enquisté en lui avec les années. Marilla le regarda avec une expression de profonde compréhension. « Il doit être très difficile de vivre avec ce doute constant, » réfléchit-elle. Ne pas savoir si les gens t'apprécient pour qui tu es ou simplement pour ce que tu possèdes. Sa perspicacité le désarma. Elle voyait au-delà de la façade du millionnaire, directement l'homme solitaire qu'il était à l'intérieur. Encouragé par son empathie, Roré Ernesto osa demander « Et toi ? Comment était ta relation avec le père d'Anita ?» Le visage de Marilla s'assombrit aussitôt, comme si un nuage avait caché le soleil. La joie du matin sembla s'évanouir, remplacée par le souvenir d'une douleur ancienne. « Je croyais qu'il était différent », commença-t-elle d'une voix faible. « Je suis tombée éperdument amoureuse, comme on ne peut le faire que quand on est jeune et qu'on croit aux contes de fées. Je pensais avoir trouvé le compagnon de ma vie, l'homme avec qui je construirais un avenir, mais je me suis trompée de la manière la plus douloureuse possible. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, continua TTL, et sa voix se brisa légèrement, il a simplement disparu. Il s'est volatilisé de ma vie sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Il a changé de travail, de numéro de téléphone, de ville. Il m'a effacé de son existence sans la moindre hésitation. » La crudité de son récit glaça le sang de Roré Ernesto. « Pas même quand Anita est née, il n'a essayé de te contacter ?» demanda-t-il, sentant une vague de fureur envers cet homme anonyme et lâche. « Non, » répondit-elle, secouant la tête. « Il ne sait pas que sa fille existe. Pour lui, nous deux n'étions qu'un chapitre clos, une gêne qu'il a décidé d'éradiquer de sa vie. » Roré Ernesto ressentit une rage protectrice qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Comment était-il possible que quelqu'un puisse abandonner une femme comme Marilla, si forte et digne, et une enfant si douce et innocente comme Anita? C'était une cruauté que son esprit ne pouvait concevoir, une trahison qui allait au-delà de toute compréhension. « Il perd beaucoup », dit-il avec une sincérité pénétrante, la regardant fixement. N'importe quel homme sensé serait immensément fier et se sentirait le plus chanceux du monde d'avoir une famille comme vous deux. Pendant un instant, Roré Ernesto crut voir dans ses yeux un éclat spécial, quelque chose qui transcendait la simple gratitude. Ce même après-midi, depuis la fenêtre de son bureau, il les observait jouer dans le jardin. Anita, avec sa robe aux couleurs vives,
poursuivait les papillons tandis que Marilla la suivait avec des rires cristallins qui lui parvenaient. La scène était si idyllique, si pleine d'une joie pure qu'il sentit un pincement de désir dans la poitrine. « Oncle Roré !» cria soudainement Anita en le voyant à la fenêtre, sa petite voix pleine d'émotion. « Viens jouer ici avec nous. » Sans hésiter une seconde, Roré Ernesto laissa les rapports sur le bureau et descendit au jardin. Il y avait des décennies qu'il n'avait pas joué, mais avec Anita tout semblait naturel, comme si une partie de lui qu'il croyait morte était revenue à la vie. Assis sur la pelouse fraîchement coupée, la petite Anita blottie sur ses genoux, Roré Ernesto se sentait plus épanoui qu'à n'importe quelle réunion d'affaires. « Tu sais quoi, oncle Roré ?» lui dit la petite fille avec la solennité de qui partage un grand secret. « Ma maman dit que tu es le meilleur homme du monde entier. » Les mots de la petite fille le prirent par surprise. Il leva les yeux vers Marilla, qui avait rougi intensément, détournant le regard vers un rosier proche. « Ta maman dit ça ?» demanda Roré Ernesto, le cœur battant fort. « Oui », confirma Anita d'un hochement de tête énergique, et elle dit aussi que si seulement tous les papas du monde étaient comme toi. Le cœur de Roré Ernesto s'arrêta un instant. Marilla pensait-elle vraiment cela de lui? Était-il possible qu'elle voie au-delà de sa richesse et de sa solitude? L'espoir, une émotion qu'il croyait oublier, commença à fleurir en lui. C'était un sentiment si puissant qu'il en avait presque peur, tant il était fragile et nouveau. « Anita, ma chérie », intervint Marilla rapidement, sa voix un peu tendue. « Pourquoi n'irais-tu pas cueillir d'autres de ces fleurs jaunes pour les mettre dans le vase du salon ?» Quand la petite fille s'éloigna en courant et en fredonnant, un silence lourd de sens s'installa entre eux. Roré Ernesto se leva et s'approcha d'elle. « Tu penses vraiment cela de moi ?» lui demanda-t-il à voix basse. Elle continuait d'éviter son regard, arrachant une feuille sèche d'une plante avec nervosité. Anita n'est qu'une enfant, elle dit beaucoup de choses. Elle a une grande imagination. Sa tentative de détourner le sujet fut si évidente qu'elle en devint presque tendre, révélant sa propre vulnérabilité. « Marilla, s'il te plaît, regarde-moi. » Son ton était doux, mais ferme. Quand elle leva enfin les yeux, Roré Ernesto vit dans ses yeux dorés un tourbillon d'émotions, gratitude, affection et une peur profonde. « Que penses-tu vraiment de moi, Marilla ?» Il avait besoin de le savoir. Il avait besoin d'entendre la vérité de ses lèvres. « Je pense que tu es un homme extraordinaire, » confessa-t-elle finalement, sa voix à peine un murmure tremblant. « Je pense que n'importe quelle femme serait incroyablement chanceuse d'être à tes côtés. Et la façon dont tu traites Anita, la façon dont tu nous as accueillis sans rien demander en retour, cela témoigne de la grandeur de ton cœur. » Les mots de Marilla furent comme un baume pour son âme. « Marilla, je... » Mais elle l'interrompit comme si elle craignait ce qu'il pourrait dire ensuite. « Mais je pense aussi que nous appartenons à des mondes complètement différents, » continua-t-elle, et les larmes commencèrent à monter dans ses yeux. « Tu es Roré Ernesto Campos, un titan, et moi. Je ne suis qu'une femme qui est venue à ta porte pour demander de la nourriture. » « Ne dis pas ça, » répliqua-t-il, s'approchant encore plus jusqu'à ce qu'il puisse sentir la chaleur qui émanait d'elle. « Je me fiche d'où tu viens ou de ce que tu as traversé. La seule chose qui m'importe, c'est ce que je ressens quand je suis avec toi, ce que tu me fais ressentir. » Sa propre confession flottait dans l'air, chargée d'une sincérité accablante. « Et qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je sens que pour la première fois de ma vie, cette immense maison ressemble à un véritable foyer. Je sens que le rire d'Anita a rempli un vide que je ne savais même pas avoir. Et je sens que je suis en train de tomber amoureux de toi, Marilla Vargas. » Les larmes roulèrent librement sur ses joues. « Roré Ernesto, tu ne peux pas dire ça. » supplia-t-elle. « Je ne suis pas la femme que tu crois que je suis. » Son refus était désespéré, comme si elle essayait de le protéger d'une vérité qu'elle considérait terrible. « Alors, dis-moi qui tu es. Fais-moi confiance et dis-moi toute la vérité. » Elle garda le silence un long moment, menant une bataille interne visible sur son visage. Finalement, elle secoua la tête. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, le cœur brisé. « Je ne peux pas le faire parce que si je te disais la vérité, tu commencerais à me haïr et je ne pourrais pas supporter ton mépris, pas après avoir connu ta bonté. » 3 semaines après cette intense conversation, Roré Ernesto remarqua un changement chez Marilla. Bien qu'elle restât toujours aussi travailleuse et affectueuse, une nouvelle tension s'était installée dans ses yeux. Elle semblait être constamment en alerte, comme si elle attendait une mauvaise nouvelle à tout moment.
L'ambiance de paix s'était fissurée. Tout commença un vendredi matin. Le téléphone de la demeure sonna strident dans le silence du hall. Marilla était à proximité, polissant une table en argent, quand Jorge Ernesto répondit. « Résidence Campos. »« Dites-moi, » dit-il de son ton d'affaires habituel, sans savoir que cet appel serait le déclencheur de tout. « Bonjour, monsieur Campos. » Roberto Vasquez du cabinet d'avocats Vasquez y Associado à l'appareil. La voix à l'autre bout de la ligne était professionnelle et directe. J'ai des informations qui pourraient être de votre plus grand intérêt concernant une enquête que vous nous avez demandée il y a déjà quelques années. C'est une affaire délicate. Jorge Ernesto fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il ne se souvenait pas avoir demandé une enquête récente à ce cabinet. Une enquête? Je crains de ne pas m'en souvenir, monsieur Vasquez. Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire? Une sensation d'inquiétude commença à grandir en lui, une prémonition que quelque chose d'important était sur le point de se produire. C'est au sujet de l'affaire de la famille Vargas, continua l'avocat, ignorant le cataclysme que ces mots étaient en train de provoquer. La famille qui a perdu toute sa fortune dans ce scandale financier d'il y a 5 ans. Nous avons trouvé de nouvelles preuves qui pourraient tout changer complètement. En entendant le nom de Vargas, Jorge Ernesto vit Marilla pâlir. Elle resta immobile, le chiffon à polir à la main, son visage un masque de pure terreur. Elle chancela légèrement, comme si ses jambes allaient lui faire défaut. « Attendez un instant, s'il vous plaît », interrompit Jorge Ernesto l'avocat, remarquant la réaction extrême de Marilla. « Pouvez-vous me rappeler cet après-midi? Je suis occupé en ce moment. »« Bien sûr, monsieur Campos. »« Je vous rappellerai après 17 heures, » répondit l'avocat. Dès que Jorge Ernesto raccrocha, il se tourna vers Marilla. Elle était blanche comme un linge, les yeux exorbités, comme si elle avait vu un fantôme. « Marilla, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? » « Je me sens un peu étourdi, » balbutia-t-elle, portant une main à son front. « Je crois que j'ai besoin de m'asseoir un instant. » Il l'aida à atteindre un canapé proche, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Pourquoi un simple appel d'affaires concernant une vieille enquête l'avait-il perturbé d'une manière si profonde et terrifiante? Le lien était inévitable. Pendant le reste de la journée, Jorge Ernesto observa Marilla avec une inquiétude croissante. Elle se déplaçait dans la maison comme un automate. Sa nervosité était palpable dans chaque geste. Elle commettait de petites erreurs qu'elle n'avait jamais faites auparavant, elle renversa un verre d'eau, plaça un livre à l'envers sur l'étagère. Son regard se détournait constamment vers la porte, comme si elle craignait une arrivée imminente. L'atmosphère dans la demeure était devenue lourde, chargée d'une tension silencieuse et de questions non formulées. Jorge Ernesto tenta de lui parler, de lui demander ce qui l'angoissait, mais elle se dérobait avec des excuses vagues sur un simple malaise. Il savait que c'était bien plus que ça. Sa réaction à l'appel n'avait pas été normale. Le mot « Vargas » l'avait brisé. Ponctuellement, à 17 heures, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, Jorge Ernesto prit l'appel dans l'intimité de son bureau, fermant la porte avec précaution. « Dites-moi, Roberto » dit-il d'une voix tendue qu'il ne put dissimuler. Expliquez-moi maintenant cette affaire si importante concernant la famille Vargas. Il avait besoin de réponses et il les voulait tout de suite. Monsieur Campos, il y a 5 ans, vous nous avez engagés pour enquêter discrètement sur les circonstances de l'effondrement financier de la famille Vargas, commença à expliquer l'avocat. Ils ont perdu jusqu'au dernier sou dans une fraude et vous vouliez vous assurer que vos propres entreprises n'avaient eu aucune implication, même indirecte. Les mots de l'avocat tombèrent comme des pierres dans un puits. Jorge Ernesto eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Soudain, tout commençait à s'assembler de manière terrible. La mémoire, sélective et capricieuse, ramena le souvenir de cette vieille préoccupation. Il avait été associé à un homme dont les méthodes lui inspiraient parfois des doutes. « Continuez, je vous en prie », ordonna sa voix, à peine un filet. « Eh bien, nous avons découvert de nouvelles preuves irréfutables. Eduardo Vargas, le patriarche de la famille, était complètement innocent. Lui et son épouse Teresa ont investi les économies de toute une vie dans une entreprise d'investissement qui s'est avérée être une escroquerie pyramidale. Ils ont perdu leur maison, leurs affaires, absolument tout ce qu'ils avaient construit. Le récit de l'avocat brossait un tableau de dévastation totale. Eduardo Vargas est mort d'un infarctus foudroyant à peine 2 mois après être tombé en ruine. Son épouse, Teresa,
est décédé peu de temps après dans ce qui a été signalé comme un accident de voiture, bien qu'il y ait toujours eu des soupçons que le chagrin l'ait poussé à un acte désespéré. La tragédie était accablante. Et avait-il une descendance? Demanda Jorge Ernesto, bien qu'il craignît déjà la réponse, qu'il sentit déjà la glace de la certitude se former dans ses veines. Oui, monsieur. Ils ont laissé une fille unique nommée Marila, selon nos registres, confirma l'avocat. Elle avait 20 ans quand ses parents sont morts. Elle étudiait l'administration des affaires à l'Université nationale. Une jeune femme exceptionnellement brillante. Marila. Sa Marila, la femme qui préparait son café le matin, la mère qui jouait avec sa fille dans le jardin. Après la tragédie, continua Vasquez, la jeune femme a complètement disparu des radars. Nous avons perdu sa trace. Nous n'avons jamais pu la localiser pour l'informer de certaines découvertes préliminaires. Elle s'est simplement évanouie, engloutie par la ville. Jorge Ernesto ferma les yeux, sentant que le monde s'effondrait autour de lui. L'éducation, les connaissances en art et en littérature, l'élégance innée, la profonde tristesse dans son regard, tout avait un sens maintenant. Et la cicatrice? Y avait-il une marque particulière sur la jeune femme, demanda-t-il, ayant besoin de la dernière pièce du puzzle. Oui, en fait, il y en avait une, répondit l'avocat, consultant ses notes. Selon les photographies que nous avons dans le dossier de l'affaire, elle avait une petite cicatrice très distinctive au poignet gauche en forme d'étoile. C'était le résultat d'un petit accident qu'elle avait eu pendant son enfance. La confirmation finale fut comme un coup de marteau. Roberto, pourquoi exactement vous ai-je demandé d'enquêter sur cette affaire il y a 5 ans? J'ai besoin de me rappeler la raison exacte, s'enquit Jorge Ernesto, son esprit luttant pour traiter le flot d'informations. Parce que vous soupçonniez, expliqua Vasquez, que la fraude qui a anéanti les Vargas pourrait être liée aux activités de votre associé de l'époque, Alejandro Herrera. Alejandro Herrera, son associé pendant une décennie, l'homme avec qui il avait construit une partie de son empire, l'homme qui avait été son ami. Vous vouliez vous assurer que vous n'aviez pas été indirectement impliqué, qu'Herrera n'avait pas utilisé votre nom ou vos entreprises pour donner de la crédibilité à ces escroqueries, ajouta l'avocat. Et quelle a été la conclusion de votre enquête, demanda Jorge Ernesto, sa voix maintenant un murmure glacial. La conclusion est que vous n'avez absolument rien à voir avec la fraude. Mais nous avons également découvert qui était le véritable et unique coupable, la personne qui a orchestré tout le stratagème frauduleux, et c'est quelqu'un de très proche de vous, monsieur Campos. Un silence lourd tomba sur la ligne. Jorge Ernesto retint sa respiration, attendant le nom qu'il savait déjà qu'il allait entendre, le nom qui représentait maintenant la plus profonde des trahisons. Qui, demanda-t-il, bien qu'il n'y eût plus aucun doute dans son cœur, seulement une douleur aiguë et lancinante. Votre associé, Alejandro Herrera, déclara l'avocat. C'est lui qui a organisé l'escroquerie. Il a utilisé des informations privilégiées qu'il obtenait de vos réunions avec vous pour donner une apparence de légitimité à son entreprise fantôme. Les Vargas n'étaient que l'une des nombreuses familles qui ont tout perdu à cause de lui. La fureur, pure et glaciale, parcourut les veines de Jorge Ernesto. Alejandro, son ami, le parrain d'aucun mariage, mais le compagnon d'innombrables batailles commerciales, avait tout pourri de l'intérieur. Il avait détruit des vies innocentes tout en lui souriant et en lui serrant la main. La trahison était d'une magnitude qui le laissait sans voix. Avez-vous des preuves irréfutables de tout ce que vous me dites, demanda son esprit d'homme d'affaires, reprenant le contrôle malgré le chaos émotionnel. Toutes les preuves dont vous aurez besoin pour le traduire en justice et l'enfermer pour le reste de sa vie, documents, enregistrements, témoignages d'autres victimes. Tout est dans mon bureau, monsieur. Quand Jorge Ernesto raccrocha le téléphone, il resta assis à son bureau, immobile pendant plusieurs minutes. Sa Marila était la fille des victimes de son associé. Mais alors une terrible suspicion commença à se former dans son esprit. Si elle savait qui il était, pourquoi était-elle venue chez lui? Était-il possible que son arrivée n'ait pas été une coïncidence, mais un plan? La suspicion était un poison froid qui se répandait dans ses veines. Avait-ce été toute une performance élaborée? Le désespoir dans ses yeux, le tremblement de ses mains, l'innocence de sa fille? Quelqu'un pouvait-il simuler avec une telle maîtrise? L'idée que le refuge de chaleur qu'il avait trouvé en elle fût un mensonge était plus douloureuse que la trahison de son associé. Mais alors, comme un phare dans le brouillard, il se souvint de son regard cette première nuit. Il se souvint de la faim réelle qu'il vit en elle, du désespoir brut et sans phare, de l'amour authentique et féroce qu'elle ressentait pour Anita. Non,
cela ne pouvait pas avoir été une performance. Il y avait quelque chose qui ne collait pas avec la théorie d'une vengeance planifiée. Il devait y avoir une autre explication. Poussé par la nécessité de connaître la vérité de ses lèvres, il se leva et se dirigea vers la chambre d'hôte. Son cœur battait avec un mélange de peur et d'espoir. Il devait lui parler, il devait la confronter avec ce qu'il savait. L'avenir de ce qu'il construisait dépendait de l'honnêteté de ce moment. Quand il arriva à la porte, il la trouva entr'ouverte. Il vit Marilla de dos, rangeant ses quelques affaires dans un petit sac en toile. La scène le frappa avec la force d'un mauvais présage, elle faisait ses valises. Elle se préparait à fuir, à disparaître de sa vie aussi mystérieusement qu'elle était arrivée. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix sonnant plus dure qu'il ne l'avait voulu. Marilla se retourna brusquement, le visage baigné de larmes. Ses yeux dorés, maintenant remplis d'une angoisse infinie, se posèrent sur les siens. « Nous partons, Roré Ernesto, dit-elle d'une voix brisée. Nous avons déjà trop abusé de ton hospitalité et de ta bonté. Partir ? Pourquoi maintenant, s'enquit-il, s'approchant lentement d'elle. Parce que le moment est venu pour toi de connaître toute la vérité, répondit-elle, séchant ses larmes du revers de la main. Et quand tu la sauras, je t'assure que tu ne voudras pas que nous restions ici une minute de plus. Tu nous haïras et c'est juste. Roré Ernesto arriva jusqu'à elle et prit doucement ses mains, elles étaient glacées. Marilla, je sais déjà qui tu es, dit-il à voix basse, mais avec une clarté absolue. Je sais que tu es la fille d'Eduardo et Teresa Vargas, et je sais parfaitement ce qui est arrivé à tes parents. La confession resta suspendue dans l'air, chargée de poids. Le corps de Marilla se convulsa en un sanglot et elle s'effondra sur elle-même. Il la retint pour qu'elle ne tombe pas, tu le savais, murmura-t-elle entre les larmes. Je viens de l'apprendre cet après-midi, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, ce que j'ai besoin que tu m'expliques, c'est pourquoi tu es venu ici. Savais-tu qui j'étais depuis le début ? Elle hocha lentement la tête, n'osant pas le regarder. Oui, je savais qui tu étais, confessa-t-elle. Mais je te jure sur la vie de ma fille que ce n'était pas pour les raisons que tu penses en ce moment. Je ne suis pas venu chercher vengeance ni te détruire. Mon intention était très différente, bien qu'également désespérée. Quand mes parents sont morts, mon monde s'est effondré. J'ai perdu la maison, les économies, tout du jour au lendemain, raconta-t-elle d'une voix étouffée. J'ai dû abandonner l'université et me mettre à travailler à tout ce qui me permettait de survivre. Et Anita, demanda-t-il avec douceur. Anita est arrivée quand j'avais 22 ans. Son père était mon chef dans une petite entreprise de comptabilité. Il m'a fait des promesses d'un avenir ensemble, d'un mariage. Mais dès qu'il a su que j'étais enceinte, il m'a licencié sous un faux prétexte et s'est volatilisé pour toujours. L'histoire était un chapelet de malheur et de trahison qui lui brisait l'âme. Après la naissance d'Anita, tout est devenu encore plus difficile, continua Marilla. Personne ne voulait embaucher une mère célibataire sans études terminées ni références solides. Peu à peu, nous avons perdu le peu que nous avions jusqu'à ce que nous nous retrouvions à vivre dans la rue. Mais pourquoi es-tu venue chez moi, Marilla ? Si tu savais que j'étais associé de l'homme qui a détruit ta famille, pourquoi moi ? Insista Roré Ernesto, ayant besoin de comprendre cette pièce maîtresse. Elle respira profondément, rassemblant le courage de révéler le dernier secret, celui qui changerait tout. Il y a 6 mois, alors que j'étais au plus bas, j'ai rencontré par hasard Roberto Vasquez, expliqua-t-elle. Il avait été l'avocat de ma famille pendant des années. Il m'a dit que toi, malgré le fait d'être associé d'Herrera, tu avais été la seule personne à demander que la fraude que tu soupçonnais de lui soit investiguée. Roré Ernesto resta perplexe. Mais cela n'explique pas pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité. Roberto m'a dit autre chose, continua-t-elle. Il m'a dit que tu avais secrètement établi un fonds de compensation pour les familles affectées, mais qu'il n'avait pas pu localiser beaucoup de victimes, y compris moi. Il m'a dit que si je venais à toi et te racontais mon histoire, tu pourrais nous aider. Un moment de confusion traversa le visage de Roré Ernesto. Un fonds de compensation ? Il ne se souvenait pas avoir établi un tel fonds. La vérité le frappa avec la force d'une révélation, l'avocat avait menti à Marilla. Il lui avait donné un espoir, une raison de le chercher, peut-être comme une manière de forcer un acte de justice. Et pourquoi ne m'as-tu pas tout raconté depuis le début, demanda-t-il, comprenant maintenant l'étrange mélange d'espoir et de peur en elle. Parce que quand je suis arrivé ici cette nuit-là, trempé et affamé, mon intention n'était plus de te demander de l'argent,
confessa TL. Je voulais juste te connaître. Je voulais voir de mes propres yeux si tu étais vraiment l'homme bon que Roberto m'avait décrit. Et qu'est-ce que tu as découvert? Sans-qu'il, le cœur serré. J'ai découvert que tu étais bien meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer, répondit-elle, ses yeux remplis d'une sincérité qui le toucha. La façon dont tu nous as accueillis, le respect avec lequel tu m'as parlé, l'affection que tu as donnée à ma fille dès le premier instant. C'est pour ça que tu veux partir maintenant, conclut-il, faisant le lien. Oui, admit-elle, parce que je suis tombée amoureuse de toi, Roré Ernesto, et ça ne faisait pas partie de mes plans. Je ne peux pas rester ici, sachant qu'entre nous, il y aura toujours l'ombre de mon passé et le mensonge sur lequel notre rencontre s'est construite. Ce n'est pas juste pour toi. À cet instant précis, la petite Anita apparut à la porte, se frottant les yeux. Maman, pourquoi tu pleures? Oncle Roré t'a fait du mal, demanda-t-elle avec sa petite voix innocente. Roré Ernesto s'agenouilla à la hauteur de la petite fille, une décision soudaine et claire se formant dans son esprit. Non, princesse. Ta maman et moi parlons de choses d'adultes. Mais je veux te demander quelque chose de très important. Aimerais-tu que je sois ton papa, lança-t-il devant le regard stupéfait de Marilla. Aimerais-tu que nous vivions tous les trois ensemble pour toujours comme une vraie famille? Les yeux d'Anita s'illuminèrent comme deux étoiles. Oui, oui, je veux que tu sois mon papa, cria-t-elle, sautant dans ses bras. Puis Roré Ernesto regarda Marilla, qui l'observait sans pouvoir y croire. Et toi, Marilla, aimerais-tu être ma femme? La demande en mariage flotta dans l'air de la chambre, si inattendue et audacieuse que Marilla resta sans voix. Elle se couvrit la bouche de ses mains, ses yeux écarquillés passant de la petite Anita, qui applaudissait dans les bras de Roré Ernesto, à lui, dont le visage montrait une détermination inébranlable. C'était un tournant du destin que son esprit ne pouvait assimiler. Roré Ernesto, tu ne peux pas être sérieux, murmura-t-elle, sa voix tremblante. C'est de la folie. Nous nous connaissons à peine depuis quelques semaines et la vérité de mon passé vient de se révéler de la pire manière. La logique luttait contre l'émotion accablante qu'elle ressentait, un mélange de panique et d'un bonheur si intense qu'il faisait mal. Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie, répliqua-t-il, son regard fixé sur le sien. Je t'aime, Marilla Vargas. J'aime ta fille comme si elle était la mienne. Je me fiche de la façon dont tu es arrivé à ma porte ou des pieux mensonges d'un avocat bien intentionné. La seule chose qui compte, c'est que tu es là maintenant et je ne veux pas que tu partes un jour. Mais je n'ai rien à t'offrir, argumenta TL, sa voix brisée par l'émotion. Je n'ai pas d'argent, ni de famille prestigieuse, ni une vie sans complications. Je viens avec un passé douloureux et une fille. Tu as tout ce dont j'ai besoin et tout ce que j'ai cherché sans le savoir, l'interrompit-il avec tendresse. Tu as un cœur noble, une intelligence extraordinaire et une force qui m'inspire, continua-t-il, caressant sa joue. Et tu m'as donné le plus grand des cadeaux, tu m'as appris ce que signifie aimer vraiment et sentir que cet endroit est un foyer. Puis il regarda Anita et lui sourit. Dis oui, maman. S'il te plaît, dis oui. Marilla regarda la petite fille dans ses bras et ensuite l'homme agenouillé devant elle. Pour la première fois en 5 longues et sombres années, elle s'autorisa à croire. Elle s'autorisa à rêver que les fins heureuses n'existaient pas seulement dans les livres de la bibliothèque, mais qu'une d'entre elles pourrait être pour elle. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, Roré Ernesto, je veux t'épouser. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de décisions et d'émotions. La première chose que fit Roré Ernesto fut de convoquer l'avocat Roberto Vasquez à son bureau. L'homme arriva avec un air nerveux, conscient que son pieux mensonge avait été découvert et que le résultat était imprévisible. Il s'assit rigidement devant l'imposant bureau. Roberto, j'ai besoin que tu m'expliques exactement ce que tu as dit à Marilla Vargas il y a 6 mois, dit Roré Ernesto. Son ton était sérieux, mais non accusateur. L'avocat déglutit. Monsieur Campos, je l'ai trouvé dans une situation désespérée. J'ai pensé que vous, connaissant le cas de sa famille, voudriez l'aider. Mais tu lui as dit que j'avais créé un fonds de compensation, un fonds qui n'existait pas, souligna Roré Ernesto. Roberto baissa la tête, honteux. Oui, monsieur. J'ai menti, mais je l'ai fait parce que cela me semblait juste. Cette famille avait subi une terrible injustice à cause de votre associé et vous aviez montré de l'intérêt pour l'affaire. J'ai pris un risque. Roré Ernesto l'observa en silence un instant, traitant les implications de cet acte. L'avocat avait manipulé la situation, oui,
mais il l'avait fait par sens de la justice, pour aider la fille de ses anciens clients, et son mensonge les avait unis. Tu sais quoi, Roberto, dit-il finalement, surprenant l'avocat. Tu avais tout à fait raison. Monsieur, s'enquit Vasquez, levant les yeux. J'aurais dû établir ce fonds il y a bien longtemps, déclara Jorge Ernesto avec fermeté. Je veux que tu prépares immédiatement tous les documents légaux pour créer le fonds de compensation Vargas. Nous allons localiser et aider toutes et chacune des familles qui ont été escroquées par Alejandro Herrera. L'avocat resta bouche bée, sans pouvoir croire ce qu'il entendait. Et je veux, ajouta Jorge Ernesto, que la première bénéficiaire, avec la restitution complète de la fortune de sa famille, plus les intérêts accumulés de ses 5 ans, soit ma future épouse, Madame Marila Vargas de Campos. La mâchoire de Roberto faillit tomber au sol. Votre future épouse, balbutia-t-il. C'est exact, confirma Jorge Ernesto avec un sourire. Et je veux aussi que tu engages immédiatement toutes les procédures légales contre Alejandro Herrera. Utilise toutes les preuves que tu as. Il est temps que cet homme paie pour chaque vie qu'il a détruite. Je ne veux pas de pitié, je veux la justice. Cet après-midi-là, Jorge Ernesto rentra à la demeure avec une légèreté dans le pas qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il trouva Marila dans le jardin, montrant à Anita le nom des fleurs. La scène était si domestique et heureuse que son cœur se gonfla d'amour. Il s'approcha d'elle et l'embrassa, un baiser rempli de promesses et d'un avenir radieux. « J'ai plusieurs nouvelles à te donner, » lui dit-il, prenant ses mains. « Premièrement, j'ai officiellement établi le fonds de compensation Vargas. Ta famille recevra la restitution complète de tout ce qu'elle a perdu. » Marila resta sans voix, les larmes lui montant aux yeux. « Jorge Ernesto, tu n'avais pas à faire ça, c'est trop. Deuxièmement, continua-t-il, Alejandro Herrera va affronter la justice. Il sera poursuivi pour tous les dommages qu'il a causés. » Un poids sembla être enlevé des épaules de Marila, le poids d'une injustice qu'elle avait portée pendant des années. Et troisièmement. Il s'agenouilla de nouveau sur l'herbe, sortant de sa poche une petite boîte de velours bleu. « Je veux te faire la demande en mariage que tu mérites vraiment, » dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague avec un diamant qui brillait comme une étoile, comme la cicatrice de son poignet, comme la lumière qu'elle avait apportée à sa vie. « Marila Vargas, veux-tu m'épouser et être ma compagne, mon associé et mon amour pour toute la vie ?»« Maman, dis oui encore » cria Anita, courant vers eux. Marila, entre rire et larmes, s'agenouilla devant lui. « Oui, mon amour. Oui, 1000 fois oui. Je veux t'épouser. » Quand il lui glissa l'anneau au doigt, le soleil sembla briller plus fort, scellant le début de leur nouvelle vie, une vie construite sur la vérité, la justice et un amour inattendu. Les préparatifs du mariage remplirent la demeure d'une nouvelle énergie. Marila, avec sa nouvelle assurance et l'aide d'un Jorge Ernesto complètement dévoué, se plongea dans les détails. Elle voulait une cérémonie intime et significative, reflet de la nature miraculeuse de leur amour, non une ostentation de richesse. Jorge Ernesto proposa à Marila quelque chose qui la laissa stupéfaite. « Je veux que tu travailles avec moi dans l'entreprise, » lui dit-il un soir. « Pas seulement comme mon épouse, mais comme mon associé. Je veux que tu sois la vice-présidente de Campos Enterprises. » Elle le regarda avec incrédulité. « Mais Jorge Ernesto, cela fait 5 ans que je suis éloigné du monde des affaires. Tu as la préparation, l'intelligence et, le plus important, l'intégrité dont j'ai besoin à mes côtés, » insista-t-il. « J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir aveuglément confiance, quelqu'un qui m'aide à m'assurer que nous n'aurons plus jamais d'associés comme Alejandro Herrera. Ensemble, nous pouvons faire de l'entreprise un modèle d'éthique. » L'offre était un vote de confiance absolue. La petite Anita vécut les jours précédant le mariage dans un état d'euphorie permanente. Elle avait commencé à appeler Jorge Ernesto « papa », naturellement et, chaque fois que le mot sortait de ses lèvres, le cœur de celui-ci se remplissait d'une joie indescriptible. La petite fille pratiquait son rôle de fleuriste dans les couloirs, lançant des pétales imaginaires avec un sérieux charmant. Un jour, Jorge Ernesto s'approcha de Don Aurelio, son loyal majordome, alors que celui-ci supervisait la décoration du jardin. « Don Aurelio, vous avez été plus qu'un employé pour moi pendant toutes ces années. Vous avez été comme un père, la seule famille que j'ai eue. » Le vieil homme le regarda, les yeux embués par l'émotion. « C'est pourquoi je veux vous demander quelque chose de très spécial, » continua Jorge Ernesto. « Voudriez-vous être le témoin de mon mariage ?» Les larmes que le majordome avait contenues roulèrent finalement sur ses joues ridées. « Monsieur, êtes-vous sûr ? »
Ce serait le plus grand honneur de toute ma vie, répondit-il d'une voix brisée. Quelques jours avant la cérémonie, une visite remplit la maison d'une joie spéciale. Maria Elena, la sœur aînée de Marilla, était venue de Guadalajara. C'était la seule famille de sang qui lui restait et les deux sœurs se fondirent dans une étreinte chargée d'années d'absence et de difficultés partagées. Je n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé, dit Maria Elena, regardant sa sœur avec fierté. Tu es radieuse, heureuse. Puis elle se tourna vers Jorge Ernesto. J'ai entendu des choses merveilleuses sur vous. Merci d'avoir rendu la lumière aux yeux de ma sœur. Vous ne savez pas combien j'ai prié pour ce moment. Maria Elena apporta un cadeau très spécial. C'était un petit collier de perles qui avait appartenu à leur grand-mère et ensuite à leur mère. Ce collier a été porté par notre arrière-grand-mère à son mariage et par notre mère au sien, expliqua-t-elle à une Anita fascinée. Maintenant, il est à toi pour que tu le portes en ce jour si important. Tu es la suivante dans la lignée. Un après-midi, Jorge Ernesto emmena Marilla et Anita dans une pièce du 2e étage qui était restée fermée pendant des semaines. J'ai une surprise pour vous, annonça-t-il. Quand Anita ouvrit la porte, toutes deux restèrent bouche bée. La pièce avait été transformée en la chambre de rêve de n'importe quelle petite fille. Les murs étaient peints d'un rose doux avec des nuages blancs. Au centre, il y avait un lit en forme de château, des étagères remplies de contes et de jouets, et un magnifique cheval de bois fait à la main. Tout ça, c'est pour moi, demanda Anita, les yeux grands ouverts. C'est ta nouvelle chambre, princesse, répondit Jorge Ernesto. La petite fille courut dans la pièce, touchant tout, riant de pure joie. Merci, papa. C'est la meilleure chambre du monde. Marilla observait la scène, les larmes aux yeux. Tu n'avais pas à faire tout ça, Jorge Ernesto. Je voulais qu'Anita sache que c'est son foyer pour toujours, qu'elle n'aura plus jamais à s'inquiéter de rien. La veille du mariage, Roberto Vasquez arriva avec les documents finaux. L'adoption d'Anita est prête, informa-t-il Jorge Ernesto. Dès que vous vous marierez, vous pourrez signer et elle sera officiellement Anita Campos Vargas, votre fille devant la loi et devant le monde. La nouvelle fut l'aboutissement de tous leurs rêves. Cette nuit-là, Anita déjà endormie dans son lit de château, Marilla et Jorge Ernesto s'assirent sur la terrasse. Parfois, j'ai peur, confessa-t-elle à voix basse. J'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, trop beau pour être réel. Il prit ses mains et les embrassa. C'est réel, mon amour, lui assura-t-il. Notre amour est réel. Notre famille est réelle et notre avenir ensemble est la seule réalité qui importe. Il y a quelques mois seulement, nous étions 3 âmes solitaires perdues dans la tempête. Demain, nous serons un. Le ciel étoilé semblait bénir leurs promesses. Jorge Ernesto lui raconta que Don Aurelio serait son témoin et Marilla fut émue. C'était le geste parfait, l'inclusion de l'homme qui avait été un pilier silencieux dans la vie de Jorge. Tout s'emboîtait. Chaque pièce du puzzle de leur vie trouvait sa place, formant une image de bonheur pur. La maison, qui était auparavant un mausolée de silence, vibrait maintenant de vie. Les employés, contagieux par la joie, souriaient et fredonnaient en travaillant. Marilla avait commencé à travailler à distance avec l'équipe de l'entreprise et son intelligence et sa capacité avaient impressionné tout le monde. En quelques semaines, elle avait réorganisé le département des ressources humaines, mettant en œuvre des protocoles pour s'assurer que l'éthique et la transparence seraient la nouvelle norme, et non l'exception. La veille de son mariage, elle se blottit dans ses bras. Mon père disait toujours que je serais la première femme cadre de la famille, se souvint-elle avec nostalgie. Et tu le seras, lui murmura Jorge Ernesto. Tu seras la meilleure vice-présidente que cette entreprise ait jamais eue. Ma partenaire dans la vie et dans les affaires. Ils restèrent silencieux, regardant la lune. Le voyage avait été incroyable, d'une demande désespérée de travail en échange de nourriture jusqu'au seuil d'une nouvelle vie en tant que mari et femme. L'amour n'avait pas seulement transformé leur vie, mais aussi leurs âmes, guérissant de vieilles blessures et ouvrant la porte à un avenir qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. Le samedi se leva avec un ciel bleu et dégagé, une toile parfaite pour le jour le plus important de leur vie. Jorge Ernesto se réveilla ressentant un calme et un bonheur qu'il n'avait jamais connu auparavant. De sa fenêtre, il vit Don Aurelio donner les dernières instructions pour la réception dans le jardin. La demeure entière semblait retenir son souffle. « Bonjour, futur époux » entendit-il la voix de Marilla derrière lui. Il se retourna et la vit radieuse dans une robe de soie, son visage illuminé par un sourire serein.
J'étais prête à être Madame Campos depuis le jour où j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse de toi, lui dit-elle, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. À ce moment-là, Anita fit irruption dans la chambre comme un tourbillon de joie. Et aujourd'hui, c'est le jour du mariage, criait-elle, sautant sur le lit. Pendant le petit déjeuner, la petite fille, très sérieuse, dit à Jorge Ernesto, « Papa, après aujourd'hui, je serai officiellement ta fille pour toujours, n'est-ce pas ?» « Officiellement, légalement et pour toute l'éternité, mon amour, répondit-il. En milieu de matinée, la maison fut remplie des préparatifs. Maria Elena aidait sa sœur à s'habiller tandis que Don Aurelio s'assurait que le costume de Jorge Ernesto était impeccable. L'église choisie fut San José, une belle construction coloniale où Marila avait fait sa première communion, un clin d'œil au passé qui se réconciliait maintenant avec le présent. L'église était décorée de marguerites blanches et de roses, les fleurs préférées de Marila. Les bancs étaient remplis non seulement d'amis et d'employés, mais aussi de plusieurs des familles qui, grâce au fonds nouvellement créé, commençaient à reconstruire leur vie. C'étaient des témoins vivants de la justice que l'amour de Jorge et Marila avaient mise en marche. À 15 heures précises, la marche nuptiale commença à retentir. Jorge Ernesto, élégant dans son costume noir, attendait à l'autel aux côtés d'un fier Don Aurelio. La première à entrer fut Anita, répandant des pétales avec une concentration adorable, portant le collier de perles de son arrière-grand-mère. En arrivant à l'autel, elle fit un clin d'œil à son père et murmura, « Je l'ai fait parfaitement. » Quand les portes s'ouvrirent en grand et qu'apparut Marila au bras de Roberto Vasquez, qui la livrait avec honneur, le cœur de Jorge Ernesto s'arrêta. Elle était radieuse. Sa robe était d'une élégance classique et dans ses yeux couleur miel brillait un amour si pur que ses propres yeux se remplirent de larmes. C'était la vision de tout ce qu'il avait désiré. « Prenez-en bien soin », lui murmura l'avocat en lui remettant sa main. « De ma vie », répondit Jorge Ernesto. Pendant la cérémonie, ils ne purent se détacher l'un de l'autre. Leur vœu était le reflet de leur incroyable voyage. Il promit qu'elle n'aurait plus jamais à demander quoi que ce soit, car son cœur et sa vie seraient toujours à elle. Elle, la voix brisée par l'émotion, le remercia de l'avoir sauvé quand elle avait perdu tout espoir, de lui avoir rendu sa dignité et de lui avoir appris à aimer de nouveau. « Je promets de construire avec toi la belle famille que nous avons tous deux toujours rêvé, » conclut-elle. En échangeant les anneaux, un applaudissement spontané d'Anita fit rire toute la congrégation. « Par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme, » annonça le prêtre. « Vous pouvez embrasser l'épouse. » Le baiser fut le sceau d'une promesse, le début d'une nouvelle vie. À la sortie, une pluie de pétales de roses les accueillit. « Comment vous sentez-vous d'être Madame Campos ?» lui demanda-t-il. « Je me sens comme si je rentrais à la maison, » répondit-elle. La fête à la demeure fut inoubliable. Il y avait un mariachi, un gâteau avec des figurines des trois et une joie qui imprégnait chaque recoin. Jorge Ernesto porta un toast à la femme courageuse qui avait frappé à sa porte, non pas pour demander du travail, mais pour le sauver lui. Elle et sa fille m'ont appris que la vraie richesse est l'amour, dit-il ému. Maria Elena porta également un toast, les larmes aux yeux, à la force de sa sœur et à l'homme noble qui était maintenant son époux. Tu épouses la personne la plus forte et la plus aimante que je connaisse. Elle mérite tout le bonheur du monde, dit-elle à Jorge Ernesto. La fête continua avec des danses et des rires jusque tard dans la nuit. Plus tard, alors qu'il dansait une chanson lente sur la terrasse, Marila lui dit, « Mon père me chantait cette chanson. Elle m'a toujours semblé très triste, mais aujourd'hui, avec toi, elle me fait penser à l'espoir, car elle parle d'un amour si fort qu'il transcende tout, comme le nôtre. » Jorge Ernesto l'embrassa, sentant qu'il avait trouvé sa place dans l'univers. À la fin de la nuit, la plupart des invités étant déjà partis, Anita se blottit sur les genoux de son père. « Maintenant, nous sommes une famille pour toujours, » dit-elle d'une voix somnolente. « Pour toujours et pour toute l'éternité, ma princesse, » répondit-il. Tous les trois restèrent étreints, une constellation d'amour sous le ciel étoilé. Dans leur nuit de noces, allongés avec Anita dormant paisiblement entre eux, ils se regardèrent. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle. « Je pense que si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a quelques mois, je n'y aurais pas cru, » répondit-il. « Et maintenant, je crois au miracle et je crois que le tien a les yeux couleur miel. » L'histoire qui avait commencé par une question désespérée, « Puis-je nettoyer votre maison en échange de nourriture ?» était devenue la plus belle histoire d'amour. Jorge Ernesto découvrit que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais dans la chaleur d'un foyer.
Marilla découvrit que parfois un miracle peut frapper à votre porte déguisé en homme bon. Le lendemain matin, un journal sur la table du petit déjeuner rapportait une nouvelle surprenante dans la section financière. Il annonçait la création du fonds de compensation Vargas et le don anonyme d'une somme considérable par un entrepreneur qui préférait rester anonyme, exhortant à une nouvelle ère de responsabilité d'entreprise. C'était le premier acte de leur nouvelle vie ensemble. Quelques mois plus tard, Alejandro Herrera fut condamné à une longue peine de prison et la justice pour les Vargas et les autres familles fut complète. L'entreprise, sous la nouvelle direction de Jorge Ernesto et Marilla, prospéra comme jamais, devenant une référence de succès et d'intégrité. La vie de la famille Campos ne fait que commencer. Les couloirs du manoir résonnent bientôt des rires des autres enfants, et l'amour né lors d'une nuit d'orage est devenu un héritage d'espoir, prouvant que lorsque les bonnes personnes s'unissent, elles peuvent construire quelque chose de magique et éternel. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous serions reconnaissants de la noter de 1 à 10. Soutenez-nous en aimant notre chaîne et en vous abonnant. Dites-nous d'où vous la regardez. Merci pour votre soutien inconditionnel pour chaque histoire. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, beaucoup de bonheur.